Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Marilène Patoumatis d'avoir accepté notre invitation. Nous en sommes vraiment honorés et ravis. Donc Marilène Patoumatis, vous êtes une grande chercheuse, vous êtes préhistorienne, rattachée au Muséum national d'histoire naturelle et au Musée de l'Homme. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et vous travaillez sur l'origine des comportements, et notamment les comportements des premiers hommes et femmes modernes en Europe, et plus particulièrement Des en Europe, Néandertaliens. voilà, les Néandertaliens, et géographiquement l'Europe centrale et orientale. Et vous êtes l'une des grandes spécialistes des Néandertaliens. Et ça a son importance, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, vous avez écrit de nombreux livres sur Néandertal, mais aussi sur les Bushmen, que vous êtes allé étudier dans le cadre de votre recherche. Vous avez écrit aussi un livre sur les histoires de mammouths, sur l'histoire de la violence et l'histoire de la guerre. Et aujourd'hui, on vous reçoit plus particulièrement pour la parution de votre dernier livre, qui s'intitule « L'homme préhistorique est aussi une femme », qui est paru en 2020 aux éditions Alary et qui existe également en poche chez Point. Alors, je l'ai dit, vous êtes spécialiste de Néandertal et vous avez constaté, en fait, lors de vos recherches, que Néandertal était considéré vraiment comme inférieur à Homo sapiens. Mais vous avez trouvé plus inférieur que Néandertal, ce sont les femmes. Alors, pour commencer et pour bien situer le propos, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la préhistoire? Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine? Déjà, merci. Merci de l'invitation. Et bonsoir à tous. Alors, juste, je voudrais revenir sur la question qui a été posée, qui est très intéressante. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, la science ne devrait pas avoir de sexe. Voilà. C'est un peu vers quoi l'asymptote, comme j'ai entendu tout à l'heure, vers quoi il faut tendre. Mais ne devrait pas. Mais c'est clair que malheureusement, souvent elle en a, mais elle ne devrait pas, et c'est vers quoi on essaie de tendre. Autre chose aussi, moi je suis une scientifique, j'ai fait des sciences dures, puisqu'avant j'ai fait une grande école physique, chimie, biologie, et ensuite géologie. Donc moi je suis géologue du Quaternaire. Préhistoire après m'a passionnée, et donc je me suis orientée après vers les sciences humaines. Mais la préhistoire, vous savez, c'est beaucoup de terrain. Donc, il faut savoir lire la stratigraphie, lire les couches archéologiques et géologiques. Donc, il y en a beaucoup maintenant qui passent par des études scientifiques, et notamment, donc, nous avons pas mal de collègues femmes. Donc, mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que la géologie, la géophysique, tout ça, ce sont des sciences quand même assez difficiles. Mais il faut pas avoir peur, je dis ça pour les femmes, de se lancer parce que on a tout à fait les capacités. Donc, c'est le premier point qui était important à préciser. Et autre chose aussi, je suis avec vous aujourd'hui, mais j'ai une pensée, et j'en profite pour vous le dire, parce que c'est ça aussi la recherche. J'ai passé 15 ans à travailler avec mes collègues ukrainiens. J'ai beaucoup travaillé en Crimée, parce qu'il y a beaucoup de sites néandertaliens en Crimée, il y a beaucoup de sites, il n'y a pas que le sud-ouest de la France, où il y a des vestiges. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec eux, donc j'ai une pensée pour eux à chaque fois que je fais une conférence. Je sais qu'en ce moment, mes amis voilà, sont dans une position extrêmement difficile. Mais nous avons beaucoup travaillé ensemble et il y a beaucoup de résultats, des choses passionnantes, parce que la préhistoire, pour revenir à la préhistoire, c'est pas tout seul. C'est-à-dire que c'est pas un préhistorien ou c'est pas une spécialité. La préhistoire, il y a plein de spécialités à l'intérieur. Et c'est la collaboration de tous. Il y a la palynologie, pour retrouver les pollens, étudier la végétation. Il y a l'archéologie, moi je suis archéologue de base, c'est-à-dire qu'on détermine les animaux. Il faut vous dire s'ils ont chassé le renne ou s'ils ont chassé du chevreuil. Il y a l'anthropologie, pour les restes humains. Il y a la stratigraphie, donc la sédimentologie, etc., les datations. Donc il y a beaucoup de disciplines. Et c'est ensemble. En fin de compte, on travaille ensemble dès le départ sur le terrain, parce que ça commence sur le terrain. On fait des fouilles et après, on étudie les vestiges que l'on sort.
Et tous ensemble, on va sortir des hypothèses, ou bien des fois, on a quelques certitudes quand même, et aussi beaucoup d'hypothèses. Donc, c'est ça qui est important. Donc, la préhistoire, c'est ça. Mais la préhistoire, c'est une discipline relativement jeune. Je dis relativement parce que le temps passe, donc elle est plus ou moins, moins jeune. Mais c'est relativement jeune par rapport à d'autres, puisqu'elle est vraiment en tant que discipline reconnue vers 1863. Le premier congrès qui marque un peu la création de la discipline. Et c'est très important pour le propos de ce soir, parce que, en fin de compte, c'est au 19e siècle. C'est un siècle qui est terrifiant par certains côtés et passionnant par d'autres, parce qu'il y a plein de sciences qui apparaissent, il y a plein d'inventions et tout, mais il est terrifiant, parce qu'il y a plein d'idéologies aussi, et notamment, justement, dans des disciplines qui se rapprochent donc de cette préhistoire, avec tout ce qu'on va appeler après l'anthropologie. Et là, on va avoir donc dans toute cette période une vision très particulière des sociétés humaines et des peuples, puisqu'on va faire ce qu'on appelle le racialisme, c'est-à-dire on va faire des catégories d'inférieurs et de supérieurs. Donc on va classer, on va faire des échelles, on va chercher des critères soi-disant scientifiques, et puis on va faire une échelle des êtres humains avec les inférieurs. Alors les plus inférieurs, c'est les Bushmen dont on parlait tout à l'heure, ce que j'appelle les San du Kalahari, mais les aborigènes d'Australie. Et puis bien sûr, ça va monter. En haut de l'échelle, c'est le blanc occidental, l'homme blanc occidental. Et juste une petite anecdote, peut-être vous connaissez Francis Galton. Francis Galton, c'est le père de l'eugénisme. Parce que là aussi, cette période du 19e, il y a l'eugénisme. Et lui, c'est un Anglais, et lui, tout en haut, il va mettre l'aristocrate anglais. Donc, vous voyez, on peut toujours trouver mieux. Voilà, c'est juste une anecdote, mais pour vous prouver comment on arrive à faire ça. Et là, bien sûr, c'est l'homme blanc et la femme est en dessous. Et dans chacune des catégories, donc des inférieurs jusqu'à nous, il y a la femme à chaque fois dans chacune des catégories est inférieure, est considérée comme inférieure à l'homme dans chacune des catégories. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très ancré dans cette période du 19e siècle. Donc, les premiers préhistoriens, qui s'appellent pas encore vraiment préhistoriens, archéologues plutôt, eh ben ils vont naître dans ce siècle, ils vont aller à l'université, parce qu'il n'y a pas de profession de préhistorien, ce sont des préhistoriens amateurs, comme on dit maintenant. Ils sont médecins, ils sont abbés, on a beaucoup d'abbés, ils sont dans le droit, ils sont instituteurs. Donc, et ils vont être dans ce dîner. Donc, quand ils vont à l'école, quand ils vont à l'université, etc., ils entendent tout ça. C'est-à-dire qu'ils entendent l'anthropologie, quand ils vont, qu'il y a des races inférieures, des races supérieures, que la femme est inférieure à l'homme. Je l'explique dans mon livre pourquoi, quels critères, etc. Donc, ils baignent dans ça. Et même s'ils se détachent aussi du côté religieux, certains d'entre eux, en tout cas, certains des instituteurs notamment, ils sont quand même encore marqués. Et là aussi, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre inférieur par ordre divin. C'est-à-dire que, malheureusement pour les femmes, que ça soit dans les tests sacrés, alors là, ils sont tous au même niveau. C'est-à-dire que tous les écritures et tout là, c'est tous pareil. La femme est toujours considérée comme inférieure, subordonnée à l'homme. Et dans les textes, en plus aussi par exemple, saint Thomas d'Aquin, etc., c'est pareil, la femme est considérée comme inférieure. Donc, ils baignent dans tout ça. Et forcément, ils sont dans leur société. Et leur société, au 19e, c'est une société patriarcale. Donc, c'est clair que ces précurseurs, de préhistoriens, quand ils vont penser, reconstituer, à partir des fouilles qu'ils font, la vie quotidienne des humains préhistoriques, ils vont refaire, au niveau de la structure sociale, ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire des jolies petites familles, papa, maman, les enfants, et avec, bien sûr, une subordination des femmes, ou en tout cas des femmes qui sont reléguées, on va dire, à certaines tâches, et ils n'envisagent pas du tout que les femmes puissent faire une diversité de tâches. Donc voilà, c'est vraiment ça, et ça va marquer profondément parce que ça va perdurer jusqu'à la première partie du XXe siècle. Quand est-ce qu'apparaît la première préhistorienne ? Alors, la première préhistorienne,
nous avons quelques archéologues pour les périodes antiques un peu plus récentes, en Angleterre et aux États-Unis, entre les deux guerres, mais pour nous, c'est 1950. La première préhistorienne, la première femme, c'est 1950. Oui, donc c'est quand même... Bien sûr, parce que là, évidemment, j'ai oublié de préciser qu'il n'y avait que des hommes qui étaient des préhistoriens. Alors, vous venez de l'expliquer. En fait, il y a tout un tas de mythes qui vont se développer dans les sciences préhistoriques, qui ont un lien avec la vision de la société qu'on avait au 19e, qui est une vision patriarcale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents mythes ? Voilà, la femme qui reste dans sa caverne, qui fait la cueillette, l'homme qui est à la chasse, alors qu'il n'y a aucune trace archéologique qui prouverait cela. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont donc être inspirés par ce qu'ils voient, et puis ils vont donc penser que, évidemment, les tâches, disons, les plus glorieuses, comme la chasse, c'est forcément des hommes qui le faisaient. La taille des outils, et l'invention. Parce que derrière tout ça, il faut penser aussi aux inventions. C'est vraiment des hommes. Les peintures, tout ça, c'est forcément des hommes. Donc, ils sont dans cette vision. Et la femme, j'avais dit un peu méchamment, un petit coup de gueule en disant la femme était là pour balayer la grotte, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle était essentiellement, la fonction essentielle, c'était la reproduction. Voilà. Et après est venue, un petit peu plus tard, est venue la cueillette. Parce que, évidemment, il faut bien voir que au cours du XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, on va plus raisonner comme au XIXe. Il y a quand même quelques changements. On n'est plus sous ça. Mais pourquoi on est resté dans ces divisions sexuées des tâches ? Parce que on va s'inspirer de l'ethno-archéologie, de l'ethnographie en général, et de l'ethno-archéologie. Et là, il va y avoir quelque chose qui est encore maintenant très fort, et encore des collègues, surtout masculins, mais qui vont dire, oui, mais regardez, chez les peuples chasseurs-cueilleurs, les hommes sont à la chasse, les femmes sont à la cueillette, donc c'est un système qui devait fonctionner comme ça durant la préhistoire. Sauf que, pour moi, c'est un biais scientifique. Pourquoi ? Parce que ces populations, moi j'ai eu la chance de vivre chez les San du Kalahari, au Botswana, ces populations, elles ont 10 000 ans d'histoire. Elles ont 10 000 ans d'histoire. C'est-à-dire que les San chez qui j'étais, alors qu'il y a des peintures extraordinaires qui faisaient leurs ancêtres, faisaient sur les peintures, ils n'en faisaient plus. Là, ils avaient rencontré les Bantous, ils avaient après rencontré les Blancs, donc ils avaient changé forcément au cours de ces rencontres, même s'ils étaient encore des peuples chasseurs-cueilleurs, même si alors, ils vivaient de prédation, entre guillemets, il y avait des échanges avec les autres peuples. Donc leur structure sociale s'est modifiée au cours du temps. Donc on ne peut pas appliquer ça, et en plus on ne peut pas généraliser. Toutes les sociétés de ces peuples-là, toutes les sociétés préhistoriques avaient le même système structure sociale que la nôtre, patriarcat. Mais comment on peut dire une chose comme ça ? C'est tellement diversifié. Donc c'est pour ça que là aussi c'est quelque chose d'important. Parce c'est vrai que la création c'est au niveau du 19e et qu'il y a quand même des évolutions. Beaucoup de gens, mais on reste sur ça à cause de ce comparatisme que l'on fait avec ces peuples-là. Et c'est quand même quelque chose qui est même, alors là, je parle plus du côté scientifique, mais du côté éthique, pour moi, qui me gêne beaucoup, de penser qu'il y a des peuples sans histoire. Il faut relire Lévi-Strauss, hein, Race et Histoire. Donc, forcément qu'ils ont une histoire. Et que c'est pas des humains préhistoriques fossilisés. Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec certains collègues qui me disent « Mais non, regarde, il y a beaucoup de sociétés. » Mais non, là, on compare des choses qui sont, à mon avis, pas comparables. Je veux dire, actuellement, ce sont des sociétés qui vivent maintenant, qui ont toute une histoire, qui ont évolué. Ce n'est pas des préhistoriques fossilisés. Et donc vous avez écrit un livre vraiment sur les Bushmen, mais qu'est-ce que ça vous a... dans quel cadre vous êtes allé? Pourquoi vous avez dit je vais aller voir les Bushmen? Alors c'était bien avant. C'était bien avant. Voilà, c'était avant. Vous savez, on fait une thèse et on rentre pas tout de suite au CNRS. Hein.
beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, je me présentais et j'avais cet après-tête. Je me suis dit, moi qui travaille beaucoup sur les comportements de subsistance, sur la chasse et tout, qui ne vais pas à la chasse en France, ça m'intéressait pas, mais qui travaille sur tous ces comportements. Je sais pas grand-chose. J'ai derrière sur ma chaise là, à Paris. Bon, donc j'ai dit, il faut que j'aille m'ouvrir l'esprit et aller voir sur le terrain comment les derniers peuples chasseurs-cueilleurs vivent. Et j'ai demandé à des collègues ethnologues, est-ce que tu connais un endroit bon. Et c'est comme ça que je suis allée chez les SAD. Et c'était vraiment pour m'ouvrir. J'étais lauréate de la Fondation La Vocation, ce qui m'a permis de monter ce projet. Et on est parti avec une copine, deux folles à l'époque. Et donc d'aller là-bas et pour m'ouvrir l'esprit. Je voulais voir sur le terrain ce que je disais, si c'était si c'était réalisable ou pas, ou est-ce que je me trompais. Donc j'ai chassé avec eux, j'ai fait des choses, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, bon, sur le terrain, c'est peut-être pas comme quand on écrit. Et donc voilà, c'était plutôt pour m'ouvrir l'esprit et pas du tout à titre de comparaison. Ce qui était intéressant, c'est les gestes techniques. C'est-à-dire que ça, où on peut être inspiré par ces peuples-là, quels qu'ils soient, chez les aborigènes, pareil, pour quand ils fabriquent un boomerang, ou c'est toujours intéressant. Il y a des gestes techniques que nous on a perdus et qu'eux font. C'est-à-dire le travail de la pierre pour tailler un outil. On n'est plus en train de tailler des racloirs maintenant ou des bifaces. Donc ça, c'est important, certains gestes techniques. Et ça, mais c'était surtout pour vraiment essayer de voir comment c'est sur le terrain quand on est un peuple chasseur-cueilleur. Voilà, c'était une très très belle expérience, là aussi assez dramatique parce que tout le groupe avec qui j'étais sont tous morts. Parce que dans ces régions-là, il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de terres rares, etc. Donc, ils sont ce qu'ils appellent gentiment relocalisés. On appelle ça relocalisés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on les met dans des camps, enfin dans des réserves. Et c'est des gens qui vivent de liberté, et là, pour eux, c'est la mort, quoi. Et on retrouve ça partout, chez les Inuits et tout, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'après, comme ils sont aidés, on leur apporte à manger, quoi. Donc, ils font rien. Donc, c'est l'alcool, c'est les drogues, donc, c'est une histoire un peu triste, mais qui est le lot, je pense, de beaucoup de groupes de chasseurs-cueilleurs et même d'horticulteurs ou d'agriculteurs dans certaines régions. Moi, je voulais revenir aussi sur la question des traces archéologiques, qui sont un peu la base aussi scientifique de votre travail. Alors, vous expliquez qu'il est parfois très difficile d'identifier le sexe d'un squelette, parce que ça s'est évidemment abîmé au fil du temps, ce qui a pu conduire d'ailleurs à des erreurs d'interprétation, notamment sur des tombes. De vikings, où en fait on pensait que c'était des hommes guerriers, mais pas du tout, en fait c'était des femmes. Alors sur quelles traces vous vous basez pour mener vos recherches, et quand il n'y a pas de traces, comment est-ce que vous procédez? Alors c'est très important, c'est-à-dire que je reviens à ça parce que on peut raconter des belles histoires, c'est sympa, on peut le faire dans un roman. Moi, j'ai fait un roman qui s'appelle Madame de Néandertal, journal intime, avec une amie et tout, parce que ça nous faisait plaisir. Donc, mais quand on fait de la recherche, c'est à partir des vestiges. C'est pour ça que c'est la première chose que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que tout ce qu'on nous disait, que j'ai appris, que j'ai même véhiculé un certain temps à mes étudiants, ou dans des conférences, ça reposait sur rien. D'un seul coup, j'ai découvert que ça ne reposait sur rien. C'est-à-dire que quand on me dit les outils, c'est des hommes qui les ont taillés, j'ai dit, mais prenons un biface. On peut tout vous dire sur le biface. Je peux vous dire quelle période, parce que le biface, ça dure très longtemps. Je peux vous dire quel type humain l'a fait. Je peux vous dire la chaîne opératoire. Si je fais la tracéologie, je peux vous dire à quoi il a servi. S'il y a un miracle, je peux vous dire droitier ou gaucher, mais je peux jamais vous dire si c'est un homme ou une femme. Mais personne ne peut vous le dire. Personne. La même chose pour la peinture, pour les gravures. On peut pas savoir. On peut avoir plein d'informations sur mais on peut pas savoir qui est l'artiste, quelle est la main qui a tracé. Donc je me suis aperçue pour beaucoup de choses que tout ça était des présupposés, des préjugés.
pour certains, et que ça reposait, bon là, je vous dis beaucoup, actuellement, c'est ça, on me rabat les oreilles en disant, oui, mais quand même, les chasseurs-cueilleurs, bon. Donc ça reposait sur ça. Et en fin de compte, au niveau archéologique, vraiment, il n'y a pas de preuves. Donc, j'ai dit, il faut moi-même faire attention. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ont taillé les outils, tous les outils. Ce que je veux dire, c'est que, stop, ce ne sont pas que des hommes qui ont taillé les outils. Et ça, c'était très important, c'est un premier pas. Et maintenant, je suis assez contente parce que ça progresse un petit peu. C'est un peu comme Néandertal, quand j'avais commencé à dire en 2006, Néandertal, une autre humanité, on m'avait dit, c'est gentil. Bon. Mais et maintenant, tout le monde, en plus, on a des gènes néandertaliens. Alors, vous savez, c'est normal, on ne peut pas avoir des gènes d'un abruti. Hein. Donc, ça a beaucoup changé, la vision des Néandertaliens. Et là, ça m'a entendu, parce qu'il faut, d'un seul coup, tout le monde a dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'au niveau archéologique, on ne peut pas le montrer. Donc, il ne faut absolument pas tomber dans l'excès inverse de dire les femmes ont tout fait et les hommes rien du tout. Évidemment, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des sociétés multiples à cette époque-là. Vous savez, la préhistoire, c'est ça qui est passionnant. Plus on fait de fouilles, plus on trouve des choses extraordinaires. Bon, c'est vrai, c'est surtout avec les Néandertaliens et surtout avec les sapiens. Les premiers sapiens, mais c'est formidable, on trouve plein de choses, on a des nouvelles méthodes d'investigation, on fait la biogéochimie, on sait ce qu'ils mangent, on fait de l'ADN ancien, on a plein de renseignements. Bref, il y a plein de nouvelles méthodes qui permettent d'enrichir tout ça. Et donc, et ça c'est important, et de montrer cette grande diversité de sociétés. C'est-à-dire que je pense probablement qu'il y a certaines sociétés où il y avait peut-être des femmes qui chassaient, des hommes, des femmes qui taillaient, etc. Dans d'autres, c'était autre chose, etc. Donc, c'est multiple. Et là aussi, il ne faut pas essentialiser. Tout à l'heure, quelqu'un disait les hommes, non, c'est des hommes. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas la préhistoire, ce sont des sociétés préhistoriques. Vous imaginez, si je prends en plus les plus récents, de 500 000 ans à maintenant, vous imaginez le nombre jusqu'à 10 000 ans, vous imaginez le nombre de sociétés dans tout le monde entier. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient tous les mêmes choses, la même culture? Pas du tout. Et on le voit au niveau matériel, on le voit au niveau de l'art, on voit très bien que c'est diversifié. Donc là aussi, c'est quelque chose de très, très important. Donc pour moi, c'était la première étape, c'est de déconstruire ça, de cette idée en disant non, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est les femmes, on ne sait pas si c'est les hommes. Et ça, c'est important. Il faut faire même si ça ne nous plaît pas, il faut dire. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu tristouille, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on va chercher des indices qui nous permettent d'aller contre ça. Alors, par exemple, vous parliez des squelettes. Sur un squelette humain, au niveau, si vous voulez, du squelette lui-même, le seul vraiment indice fort pour le sexuer, c'est le bassin. Le crâne, tout ça, faut arrêter de regarder les experts et tout ça. Ça, c'est pas sur un crâne, on sait tout de suite. Non, ça c'est Bones, non. Donc c'est vraiment ça. Et donc souvent, c'est pas très bien conservé, et donc on l'a pas toujours. Et alors, ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est que on était resté sur une vieille lune de dire, parce qu'on se basait sur la société, là aussi, du 19e, début 20e, et société assez bourgeoise d'ailleurs, parce qu'à la campagne, c'était pas la même chose. Hein. C'est de dire, les femmes sont beaucoup moins robustes, beaucoup moins puissantes, voilà, et moins musclées, etc., que les hommes. Donc, les os moins robustes, tout. Alors, quand on avait un squelette robuste, forcément, même si on ne le savait pas, on disait c'est un homme. Donc, on a fait des catégories, on a mis comme ça. Voilà. Et alors, en ce moment, c'est amusant, parce que ça valse des étiquettes. Parce que, voilà, l'homme de menton est devenu la dame du cavillon. Voilà. Parce que, vous voyez, c'était basé sur ça. Pourquoi on le sait maintenant? Parce qu'on fait l'ADN. Et l'ADN ne ment pas. Hein. Vous êtes XY ou XX. Hein. Donc là, et vous voyez, ça a progressé. Et ça restait sur cette idée-là. Et de cette idée-là, plein de choses découlaient. Si elles sont toutes fragiles, toutes menues et tout, qu'est-ce que vous allez pas les armer pour aller à la chasse? Vous allez pas les faire chercher des gros cailloux pour tailler des... Donc, tout ça. On en faisait des petites choses fragiles. Les petites choses fragiles, ça reste dans la grotte à s'occuper des enfants. Donc, vous voyez, et là, non, ça marche pas comme ça. Et la même chose de cette histoire de squelette, ça va très loin parce que, par exemple, on savait pas, il y avait pas, et en plus, mais s'il y avait des outils, des armes
qui accompagnaient dans la sépulture, qui accompagnaient le défunt, le squelette, des armes. Ben forcément, c'est un homme. Alors, donc c'est redondant. On a un truc circulaire. Alors forcément, les armes, c'est des hommes, donc c'est qu'il n'y a que les hommes qui chassaient. Voilà. Donc on a... Et comme quoi, vous voyez, ça va très loin. Donc maintenant, on a découvert que ce n'était pas toujours le cas. De temps en temps, on a trouvé des sépultures pour des périodes, pour des chasseurs-cueilleurs, des périodes peut-être un peu plus récentes, parce que c'est dans d'autres pays que l'Europe, on a trouvé des armes associées donc à des femmes enterrées avec la... Alors, j'aime beaucoup, faut toujours sourire, faut toujours rire, même de soi, mais ça fait sourire parce que, alors qu'avant, on le disait jamais, mais maintenant on dit, oui, mais ceux qui sont contre tout ça, ils disent, oui, mais c'est pas parce qu'on enterre avec des armes que ça représente la fonction du vivant de la personne. Ah bon? Mais pourquoi on n'a jamais dit ça avant? Parce que, vous voyez, donc c'est des choses assez intéressantes. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de revenir aux vestiges, de revoir. Donc, là aussi, ça montre que dans certaines sociétés, à certains moments, eh ben, il y avait des femmes qui chassaient, par exemple. Et donc, voilà. Et on a vu, alors là, période plus récente, mais là, on a vraiment eu une très, très grosse étude sur des femmes du néolithique. C'est en Roumanie, parce qu'on a carrément des nécropoles, on a un échantillon extraordinaire. Et là aussi, on a étudié sur les squelettes, des squelettes de femmes, on a étudié les insertions musculaires, donc qui sont extrêmement développées sur ces populations-là, comme chez les Néandertaliennes d'ailleurs, c'était très musclé les Néandertaliennes. Et puis surtout, on regarde les stigmates, c'est-à-dire les petits traumatismes qu'il y a sur les ossements lorsque vous pratiquez un geste répété. Et ça, on a beaucoup, mes collègues qui travaillent sur ça, ont beaucoup regardé les sportifs, etc., ceux qui lancent le javelot et tout. Donc, il y a des petits traumas qu'on repère très bien et qu'on peut analyser. Et là, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que ces femmes néolithiques, elles étaient extrêmement puissantes, qu'elles travaillaient la terre, donc elles s'occupaient de l'agriculture, du labourage jusqu'à broyer les graines. Donc, on a des indices sur justement ces femmes qui étaient puissantes au niveau musculaire, beaucoup plus que les femmes, évidemment, du 19e siècle dans la bourgeoisie. Et donc ça, c'était des choses qui sont importantes, qui nous montrent que il y a des activités pouvaient très bien être pratiquées par ces femmes parce qu'elles avaient la musculature adaptée. Donc, il y a comme ça des exemples, en revenant aux vestiges, qui nous permettent de dire, attention, c'est pas comme on nous l'a fait croire pendant très longtemps. Et on peut appliquer aussi cette observation à l'art pariétal, parce qu'on s'imagine toujours en fait que c'était des hommes qui avaient peint les grottes. Or, vous expliquez que, par exemple, dans la grotte Cosquer, les mains en fait qu'on voit sur les parois, ce sont majoritairement des mains féminines. Alors là, c'est intéressant parce que moi, je ne sais pas, je l'ai mis dans mon livre, mais je ne peux pas trouver, j'ai pas trouvé l'explication. On pensait, alors c'est un on générique, que les femmes ne pénétraient pas à l'intérieur des grottes. Parce que vous savez, les hommes des cavernes, les humains des cavernes, ça n'existe pas. Ils vivaient à l'entrée des cavernes, des grottes, plus exactement. Ils étaient dans les abris, ils étaient en plein air. C'est pas des hommes des cavernes, ils vivaient pas au fin fond, c'est pas des ours. Et donc, là, on avait partout on lisait que non, ça pouvait pas être les femmes parce qu'elles pénétraient pas dans les cavités, dans les galeries profondes des grottes. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai même lu, et je le cite avec la référence bien sûr de l'article, j'ai même lu que c'était parce qu'elles n'étaient pas assez sportives et qu'elles ne pouvaient pas faire une espèce de spéléo sans doute. Enfin bon, des choses délirantes, ça n'a aucun sens. C'est comme les outils. Actuellement, j'ai des collègues qui taillent extrêmement bien les outils. Ils vous font des bifaces remarquables, comme des collègues masculins. Donc ça reposait sur ça. Du coup, personne s'interrogeait. Et on pensait, parce que de tout temps, on avait lu ça, on avait écrit ça, que c'était les hommes qui avaient peint, uniquement les hommes qui avaient peint, gravé, sculpté, etc. Et souvent, par exemple, pour les Vénus, des petites statuettes féminines pour des hommes. Voilà. Bon, ça traînait partout.
Et puis là, c'est pareil, comme je vous dis tout à l'heure, on déconstruit en disant, mais attendez, vous avez aucune preuve, mais moi non plus, j'ai pas de preuve que ce soit des femmes. Et surtout, pour faire tomber cet argument, on a eu la chance de travaux, d'ailleurs de collègues masculins d'ailleurs, sur l'histoire des mains négatives. Alors les mains négatives, vous savez, c'est comme le pochoir. Et donc une étude qui a été répétée dans plusieurs grottes et tout ça, parce qu'il y en a qui disent oui, mais la méthode elle n'est pas très sûre, blablabla. C'est jamais très sûr quand il s'agit de remettre en question. Et donc avec des indices, parce que la taille veut rien dire. Petite main, grande main, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors quand c'était des petites mains au niveau de taille, c'était des adolescents masculins. Bref, alors qu'ils ont travaillé sur des indices, les indices de Manning, des rapports entre l'annulaire et l'index, etc. Bref. Et ils ont montré qu'il y avait des grottes où il y avait des mains masculines et des mains féminines. Voilà, à Cosca, il y a beaucoup de mains féminines. Donc, ces dames allaient dans les galeries. Et par exemple, dans le Lot à Pechmerle, il y a une très très belle grotte où il y a des mains négatives, où on a montré que certaines de ces mains, il y avait des mains positives. Et à Pechmerle, si vous connaissez la grotte, vous avez des beaux chevaux pommelés. Et alors, il y a une main, donc attribuée à une femme, et à côté, il y a un superbe cheval pommelé. Et je dis, et d'autres aussi, on dit, mais pourquoi ne pas émettre l'hypothèse que la personne qui a laissé sa main, la femme qui a laissé, elle a peut-être fait le cheval. Pourquoi voulez-vous que ce soit un homme qui l'ait fait le cheval? Elle n'est pas venue, mis sa main, puis repartie en courant. Enfin, je veux dire, donc je dis, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de voir que les arguments qui pourraient expliquer que c'est pas possible que ce soit des femmes, ils tombent les uns après les autres. Ça, c'est clair. Alors maintenant, le travail que nous devons faire, c'est justement de voir comment on va pouvoir montrer les structures sociales. Alors, évidemment, on compte beaucoup sur l'ADN ancien pour voir les structures dans une population. Alors, on a des résultats intéressants sur les Néandertaliens, parce qu'on a un site où on a 13 Néandertaliens et sur 12, on a fait l'ADN ancien. On voit que c'est un groupe avec des liens. Donc, on peut voir, par exemple, dans ce groupe, que les femmes venaient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elles quittent ce qu'on appelle la patrie-localité. Mais ça, c'est dans un groupe particulier, à El Cidrón, sur un site. C'est pas pour ça que dans toutes les sociétés de l'histoire, de la préhistoire, ils étaient tous une société patrilocale. Pas du tout. On peut imaginer des choses plus diverses. Mais en tout cas, voilà, ça montre ça, par exemple. Ça montre aussi, là, si je reviens à mes chers néandertaliens, ça montre que l'hypothèse que je défends avec d'autres collègues pour expliquer leur disparition, en tant que culture surtout, puisqu'on a des gènes néandertaliens, c'est le problème de la démographie. Et ben là, on a un argument supplémentaire, c'est le fait qu'il y a beaucoup de consanguinité chez les derniers néandertaliens. Et ça, c'est mauvais signe. Hein. Quand on a une baisse de la diversité génétique et de la consanguinité, voilà, il y a un problème pour se reproduire. Donc là, ça sent un peu la fin des populations. On a vu ça sur des îles aussi, on a vu ça dans d'autres endroits. Donc voilà, maintenant, il faut retravailler sur des choses. Et c'est important, je le répète, parce que, vous savez, souvent, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Parce que souvent, les gens vont un peu vite. Ils vont dire, ouais, elle a dit ça, elle a dit que les femmes faisaient tout. Et tout. Alors que c'est pas ça du tout qu'on essaye de dire. Je dis parce que je pense qu'il y a plusieurs collègues, même masculins d'ailleurs. C'est surtout de dire, voilà, il y a vraiment à rebattre les cartes, à rediscuter, parce que là, il n'y avait pas d'épreuve. Et qu'au contraire, là aussi, je viens de voir un nouveau papier qui vient de sortir, où là aussi, il y a des femmes qui chassent dans un autre groupe. On voit des choses sur les guerrières. On avait effacé, parce que le 19e siècle, c'est un siècle où on a construit aussi un roman national. Parce que la préhistoire, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est qu'en Europe occidentale. Elle est née, c'est la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France. C'est ça la préhistoire. C'est pour ça que pendant très longtemps, nous avons de la chance, on pouvait présenter dans les colloques internationaux
des, des communications en français. Parce que la préhistoire, c'était vraiment... voilà. Maintenant, ça a changé. Mais c'était vraiment dans cet endroit-là. Donc là aussi, on avait cette vision, notamment en France, de ce type de société où, en fin de compte, on baignait complètement dans cette division sexuée des tâches, comme on appelle. Donc c'est vraiment important de montrer ça pour enlever ça, toutes ces scories et dire on va repartir du terrain, on va repartir de notre matériel, mais s'il vous plaît, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas prouvées. Parce que nous, on peut pas prouver que c'est les femmes, et nous, on dit pas que c'est les femmes. Vous, ça fait 150 ans que vous nous dites que les femmes ont pas les hommes ont pas la SCO. Ah oui, montre-moi. Prouve-moi que les hommes ont pas la SCO. Et alors, évidemment, moi, je peux pas prouver que mais je dis pas ça. Et je crois que c'est déjà un premier pas extrêmement important. Parce qu'à la limite, on s'en fiche. Si on disait, voilà, si on prenait un terme générique, les préhistoriques, au sens générique, c'est pas gênant. Moi, ça m'est égal. Il y avait des sociétés, je suis sûre qu'il y avait des sociétés matrilinéaires, il y avait des sociétés peut-être plus patrilinéaires. Je n'emploierai pas le mot patriarcal parce que c'est tout à fait autre chose. Et donc, il y avait sûrement des diversités déjà importantes. Ça gêne pas. Au contraire, c'est la diversité, c'est les choses. Mais arrêtons parce que c'est très important pour les femmes. Parce que si on commence à dire qu'en fin de compte, toute l'évolution, tout ce qu'ils ont appelé l'hominisation, l'humanisation, eh ben tout ça, c'est grâce aux inventions masculines, puisqu'on attribue aux femmes que le rôle de reproduction. C'est un peu gênant, hein. Ça revient aux mathématiques de tout à l'heure, ou de dire les femmes peuvent pas faire des sciences, etc. Alors que là, en fin de compte, ça paraît important que ça soit ouvert. Qu'en fin de compte, il n'y a pas, c'est pas anthropologiquement, il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas d'impossibilité aux femmes de faire certaines activités. Regardez, dès qu'on a ouvert des postes, du travail, des métiers aux femmes, la plupart du temps, elles ont excellé, mais même maintenant, elles conduisent des camions énormes là, et tout ça. Donc, il n'y a pas... et les hommes aussi. Les hommes peuvent faire tout. Les tâches, c'est l'apprentissage qui compte. Si au départ, moi, vous voulez faire une brodeuse ou bien vous voulez faire un guerrier ou une guerrière, vous pouvez, parce que vous n'allez pas faire la même chose. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ça, de montrer que c'est pas originel. C'est pas comme ça, c'est pas génétique, c'est pas dans les gènes. Le gène vous empêcherait de faire des mathématiques, ça veut dire quoi ça? Non, c'est une culture, c'est l'apprentissage, c'est la société, la culture de votre société. Donc c'est pour ça que c'est quand même très important déjà d'essayer de s'ouvrir et d'ouvrir le champ des possibles. Et justement, donc si on opère cette déconstruction et si on se départit des clichés, des mythes, quelles sont les certitudes qui demeurent actuellement sur le rôle, la place des femmes dans la préhistoire, et quelles sont les grandes incertitudes? C'est-à-dire que, je vous dis, il n'y a pas si on est honnête, on a très peu de preuves directes. Je vous le disais, sur les outils, pour savoir si c'est l'un ou l'autre sexe. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, si vous êtes passionné de préhistoire, vous le savez très bien, c'est quand on prend l'art paléolithique, mais même néolithique d'ailleurs. On prend cet art, donc qui a duré 25 000 ans, hein, ça commence à Chauvet il y a 36 000 ans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les animaux, les animaux, les animaux, les animaux. Voilà. Je travaille beaucoup sur ça en ce moment, ça sera mon prochain livre. C'est vraiment les animaux, les animaux. Et quand il y a des représentations humaines, c'est 80 à 90%, selon que ce soit des statuettes ou selon que ce soit sur les parois, des objets féminins, enfin du féminin. Alors ce sont bien sûr des personnages féminins, mais ce sont aussi des vulves, etc. Il y a très peu de représentations masculines. Il y a très peu de phallus. Il y a 3-4 phallus qui se battent en duel, si j'ose dire, pour 3-4. Et puis, mais c'est essentiellement, voilà, mais vraiment une grande majorité, notamment toutes ces statuettes féminines qui sont d'une grande diversité là aussi, hein,
très grande diversité, puisque ça va de l'Angleterre jusqu'à l'Oural, donc vraiment toute l'Europe pendant 25 000 ans. On a des Vénus, on en a ces petites statuettes, on les représente souvent des grosses, avec des caractères sexuels bien marqués, mais on a aussi des très très fines. On a bien sûr majoritairement des nus, mais on a aussi à Malta, par exemple, en Russie, où j'ai travaillé, on a aussi des Vénus avec des anoraks. Bref, il y a un peu une grande diversité là aussi, les motivations doivent être diverses. Mais bref, c'est du féminin. Et donc tout le monde s'est interrogé là aussi sur ça en disant, mais peut-être que cette domination des représentations, ces dominations des représentations féminines, c'est peut-être parce que la place importante des femmes dans ces sociétés, que c'était peut-être, ça représente peut-être quelque chose. Alors pour certains, il y a peut-être à certaines périodes des divinités qui étaient des divinités féminines. Ça va perdurer au néolithique. On va aller vers des déesses mères même. Et puis, avec la fin du néolithique et l'arrivée de l'âge du bronze, alors là, on va avoir un remplacement de toutes ces divinités par du masculin. Hein. Là, on va avoir les dieux qui vont arriver. Et en Antiquité, on va encore avoir des divinités féminines, sauf que là, il va y avoir au-dessus Zeus. Hein. Bon. Donc là, on a un remplacement, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on a un remplacement de ces divinités. Donc, on voit que la société, la structure sociale, la conception entre les hommes, enfin du rapport homme-femme change complètement. Notamment avec l'arrivée du métal à l'âge du bronze, vers il y a à peu près 3000 ans. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est très fort et qui change, et probablement à la fin du néolithique et à l'âge du bronze, il y a le patriarcat là vraiment qui va probablement s'enraciner. Mais en tout cas, on a là au Paléo, c'est ça. Donc, pourquoi penser que il y a ces femmes de toutes sortes et qu'elles n'aient une place que très médiocre dans la société, d'inférieure et tout? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on voit, quand les hommes deviennent puissants, les représentations, c'est un dieu. C'est plus une déesse. Et d'ailleurs, il y a je cherche son nom, ça m'échappe sur le coup. Je la cite, bien sûr, c'est qu'avait écrit sur le fameux livre « Quand Dieu était une femme ». Hein, bon. Et c'est vrai que ça change tout. Parce que quand la déesse mère, elle est au-dessus, quoi, comme un dieu, forcément que tout le monde obéit, homme comme femme, à cette déesse mère. Hein, comme on peut obéir au dieu actuellement, qui est toujours représenté comme un dieu masculin. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que ça peut nous donner une information sur que ce type de société n'est pas notre société. Donc, pourquoi vouloir voir une structure sociale basée sur la domination des femmes? Et aussi, là, je parle pour les hommes, pourquoi toujours envisager que les hommes sont là pour martyriser, dominer, écraser les femmes? Mais ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui s'est mis en place pour différentes raisons, comme s'est mis en place là, juste des hommes qui ont été maltraités, mis en esclavage. Enfin, au cours du temps, il y a, voilà, je veux dire, c'est des choses qui sont, à mon avis, envisagées d'une façon plus globale de la domination. Et je crois que c'est des choses comme ça qu'il faut voir. Prenons justement Stonehenge. Tout le monde connaît Stonehenge. Bon, ça, on est au néolithique. Mais c'est intéressant. À Stonehenge, il y a que ce qui est enterré, c'est que l'élite. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont enterrés là. Il y a des femmes dans les sépultures, il y a des femmes en apparat, hein, avec beaucoup de bijoux et ça. Dans les sépultures, il y a des hommes en apparat, il y a des femmes Donc, c'est des choses intéressantes. Autre preuve, quand même, pour moi, dont je parle dans mon livre, c'est par exemple sur les sépultures. Imaginons une domination masculine. Eh ben, on aurait des tombes riches et des tombes pauvres, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on aurait les tombes masculines. D'abord, peut-être qu'il y en aurait plus, et peut-être qu'elles seraient plus riches dans le sens où on met des objets, des offrandes, etc. Pas du tout. On a des choses très équilibrées. Il y a beaucoup de sépultures de jeunes aussi. Donc, on voit pas. Alors qu'après, plus tard, on va voir la différence. Hein, et on va voir la hiérarchie, d'ailleurs, s'installer à la fin du néolithique avec les tombes riches, les tombes pauvres, puis les travailleurs, les non-travailleurs. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui est... vous voyez, ce sont des indices qui permettent de voir que c'était
pas si simple comme ça en disant il y avait domination. C'était beaucoup plus équilibré probablement que ce qu'on observe aujourd'hui, parce que on atteint quand même des summums en ce moment en Afghanistan. Alors là, quand on me dit la préhistoire c'est une période rude, moi je retourne tout de suite au paléo, hein. Chut, directos, hein. Parce que là, donc, et on voit bien que ça c'est lié, par exemple, à des religions, c'est lié à des choses qui. Donc, alors peut-être que j'ai une vision idéalisée de l'humain dans son ensemble. Je suis très peu, c'est vrai, penchée sur le fait que ça soit génétiquement pas. Voilà, j'ai du mal à. Je suis pas favorable à aller vers que tout est inné, quoi. Que génétiquement on est violent, que génétiquement on va dominer. Voilà. Je pense que là, je suis plutôt roussiste. Non, mais je l'avoue humblement, je suis plutôt Rousseau que Hobbes. Alors, vous avez évoqué la question du matriarcat dans vos propos. Dans le livre, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites l'état en fait des différentes thèses au fil de l'histoire qui se sont succédées sur la place des femmes à la préhistoire. Et il y en a une qui est la thèse du matriarcat originel, qui a connu un petit succès un peu médiatique, on va dire. Qu'est-ce que c'est que cette thèse et est-ce que vous avez un esprit critique, vous, sur cette thèse? Oui, j'ai un esprit critique parce que là aussi, c'est comme quand on me dit c'était patriarcal, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on n'a pas la preuve. Alors la différence que je fais, par contre, je pense au matrilinéaire. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi matrilinéaire? Matriarcat, ça n'existe pas. Matriarcat, ça a été construit en versus du patriarcat. Le patriarcat, c'est quelque chose qui est dans la loi. Dans la loi romaine, il y a le patriarche qui a le droit de vie et de mort sur ses femmes et tout, et même sur ses esclaves. C'est ça la familia. Hein, la famille, c'est le sens énergie, et c'est là la patriarcat. C'est vraiment quelque chose qui est dans les lois. Le code Napoléon, alors là, je sais, là, ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est de mettre des verbatims. C'est-à-dire que ce sont les références exactes que vous pouvez retrouver. Et là, vous avez, voilà, alors là, le code Napoléon, voilà. Hein, et puis quand on dit au départ, vous êtes dépendante du père, après de votre mari, si le mari meurt, c'est du fils. Alors bonjour, voilà. Donc là, on a vraiment, c'est quelque chose qui est institué. Alors que le matriarcat, c'est quelque chose qu'on a pensé en voyant certaines sociétés où c'était les femmes qui, par exemple, transmettaient les biens, etc. Mais ça, on est dans du matrilinéaire. Et donc, pour moi, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est vrai que quand on se replace dans ces sociétés, la seule chose qu'ils voient, c'est que le bébé il sort du ventre de la femme. C'est un clan, vous êtes entre 30 et 50 personnes. La notion du père, d'ailleurs on commence à le voir avec les consanguinités, hein. On a beaucoup de choses entre les nièces et les oncles, ou bien les neveux et les tantes. Enfin, je prends des termes maintenant pour faire comprendre. Bon, là le père, c'est parce que le succès à la reproduction, c'est pour le maximum de géniteurs quand même. Et donc, probablement que c'est quelque chose qui était important. Et de ce fait, et c'est pour ça que ça a perduré dans plein de sociétés dans la période historique, et encore maintenant avec le nom en Espagne, etc., c'est que ça passe par la mère, ou bien chez les Juifs, c'est-à-dire que on a une transmission sûre. On sait toujours qui est la mère. Enfin, toujours, je parle, bien sûr, il y a des cas où c'est sous X, mais je ne parle pas de ça. On sait, alors que le père... Et donc, les transmissions des biens, probablement des noms, etc., et tout était passé par la mère. C'est différent de la domination. C'est pas pour ça qu'elles étaient dans une société qui a dominé les hommes. Il y en a très peu. Il y en a eu quelques-unes en Chine et tout, chez les Na, par exemple, là où on a vraiment une société matriarcale, où c'est l'homme qui est subordonné. Mais il y en a très très peu. Mais par contre, matrilinéaire, il y en a eu beaucoup en Asie, il y en a eu beaucoup en Afrique. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui était courant, et je l'imagine très bien dans ce type de société, que ça soit plutôt ce type de matrilinéaire. Mais matriarcat, on n'a pas de preuve de domination. Là non plus. Tout à l'heure, je disais, je vois pas
dans les vestiges archéologiques de preuves de domination masculine, je vois pas non plus de preuves de domination féminine. Après, on peut tout inventer, mais on n'a pas de preuves. Et vous parlez à un moment donné des Amazones et que justement on a retrouvé des traces de peuples où les femmes étaient des guerrières. Ah oui, tout à fait. Alors que moi, je connaissais pas du tout. Hein. Ça m'a intéressé justement de m'ouvrir dans ce livre. Je ne parle pas que de préhistoire parce que c'est important pour moi de remettre dans un contexte et aussi pour montrer que les femmes, c'est pas que des victimes. Qu'il y a eu plein de femmes, qu'elles ont été reconnues même de leur époque et que c'est le 19e qui a fait son roman national masculin et blanc. Il a effacé plein de noms, on parlait des scientifiques, là, le 19e, ça a été terrible. Mais il y en avait plein, donc j'ai essayé de montrer ça, et notamment d'un seul coup, parce qu'on disait aussi, il y a deux choses gardées, c'est ce qu'elle dit. Il y a la chasse, alors la chasse, il faut que ça soit absolument masculin, bon, on voit bien que ça n'a pas toujours été le cas. Et puis la guerre. À la guerre, c'est forcément que les hommes qui vont à la guerre. Et alors, en travaillant sur ce sujet, j'avais déjà travaillé sur l'origine sur la préhistoire de la guerre, la violence et de la guerre. Et donc, j'ai retrouvé des textes et j'ai parlé avec des spécialistes, notamment de la période celte, et tout, et qui m'ont dit, mais non, chez les Celtes, les femmes sans enfants, je précise, sont allées à la guerre avec les hommes. Les Scythes, donc les Amazones, en fin de compte, c'est les Scythes, le peuple scythe. Donc, il se trouve en Crimée, en Ukraine et une partie de la Russie. Ces peuples-là, c'est les peuples de Hérodote, hein, les Amazones. Et ben, les femmes étaient des femmes guerrières. Elles étaient avec leurs hommes, avec les hommes, leurs hommes. Elles étaient avec les hommes, et donc elles étaient guerrières. Et l'anecdote dont vous parliez tout à l'heure, c'est la tombe du Birka. La tombe de Birka, pour moi, est un exemple, justement, de ces présupposés, de ces préjugés. La tombe de Birka a été découverte en 1880, donc en Suède, sur l'île de Birka, et par un archéologue masculin, évidemment. Donc, c'est une sépulture extrêmement remarquable. Parce qu'il y avait un squelette, et autour, il y avait 2 chevaux sacrifiés, il y avait des poteries, il y avait des armes, il y avait un jeu de stratégie guerrière qui ressemble un peu au jeu de Go. Bref, il y avait tout un ensemble magnifique, une grande tombe. Il y avait des bijoux, des ornements, tout ça, tout ça. Donc, viking, 10e siècle. Le gars, l'archéologue, forcément, tout, alors que le squelette est abîmé. C'est un homme. Donc, il en a fait l'archétype du grand chef guerrier viking dans tous les livres scolaires. Et même, d'ailleurs, nos livres à nous, quand on parlait des vikings, Birka, le grand archétype. Bon, 2010, il y a des gens qui disaient, des archéologues suédois qui disent, bon, on va peut-être reprendre un peu, parce que là, il y avait cette tombe, et peut-être à côté, il y a d'autres tombes, on va peut-être reprendre tout le matériel, on va refaire des fouilles, et ça. Donc, tout ça se met en branle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'ADN. Plouf. XX. Donc l'archétype qu'on voit dans tous les livres anciens, du grand viking guerrier, c'est une femme. Et là, la même chose, j'ai vu qu'il y avait un autre truc en Espagne avec une grande sépulture avec de l'ivoire et tout. On pensait que c'était un grand chef. Et ben, c'est une grande femme. Et donc voilà. Donc pourquoi pas chez les Vikings aussi, et on le voit dans les contes, je sais pas, dans les sagas. Je sais pas si vous êtes habitués à voir des sagas Vikings. Souvent, il y a des femmes guerrières. Donc là aussi, c'est pas parce que chez nous, ou je ne sais quoi, non, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Il y a des peuples où il n'y a pas de femmes guerrières, il y a des peuples où il n'y a même pas de guerriers, d'ailleurs. Moi, chez les San, ils n'étaient pas à côté des Zoulous, qui est un peuple où on est toujours en guerre, les San n'étaient jamais en guerre. Donc, je veux dire, il y a de tout. C'est la grande diversité des sociétés. Mais ça, c'est un bel exemple. Mais vous savez que, quand même, certains, là aussi, ont ressorti l'argument en disant « Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on l'a enterré avec tout ça que c'était sa fonction, quoi. » Voilà. Non, mais c'est lourd, des fois. Hein. Alors, j'aurais encore plein de questions, mais je pense que le public aussi a beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène Patoumati. C'est vraiment passionnant, toutes les réponses que vous nous apportez.